Welcome! Bienvenue. Hello, hello! Nous sommes de retour pour partie 2 Partie des 2. 10 règles d'or du dating chrétien selon Salem et... Christelle Sony. Non, tu veux donner un peu plus en plus. Un peu de Mungwa. Salem et... Christelle! Make some... Wow! Donc, on a Il faut un peu chauffer le public et tout on ça, parle de la là. compatibilité. C'est ça. Ça fait partie la première partie. Il faut regarder à cette vidéo-là. Ah là, est-ce qu'on peut rigoler ensemble ou pas, être des Exactement. amis, tout ça. Donc, les amis, on est très contents de vous revoir pour cette deuxième partie. Et dans la première vidéo, on a parlé de beaucoup de règles super importantes. On va juste les mentionner. Et si tu veux savoir pour ces règles, bah regarde la vidéo partie 1 des 10 règles d'or Tu peux du cliquer. dating. Hein? Cliquez, il y aura un lien quelque part dans la bande de description. Un truc. Yes, Mhm. exactement. Les gens de YouTube. Tu vois, un peu? Gotcha. Ça m'apparaît juste ici. Peut-être c'est ici. C'est toi qui peux choisir, non? On dit en même temps, ça va apparaître ici. Si tu veux regarder, en tout cas, la partie 1 où on a parlé des 5 premières règles, des 10 règles d'or qu'on a mis ensemble. Ces 10 règles d'or sont pas des règles qu'on a trouvées sur Internet ou des trucs, c'est des règles de notre vécu qui nous ont aidés à marcher du moment où on s'est rencontrés jusqu'au moment où on s'est mariés. Ouais. Parce qu'on croit vraiment que un chrétien ne se met pas en couple juste pour le plaisir de se mettre en couple, ne se met pas en couple par pression, ne se met pas en couple parce que les autres le font, mais se met en couple dans le but d'atteindre le mariage. Et il y a plus que seulement 10 règles, mais je pense que ces 10 règles sont pour nous un bon résumé pour pouvoir partager. Et je pense que si on commence déjà avec ceux-ci, c'est une bonne base. C'est un beau début. Yes, c'est sûr que, comme Salam a dit, il y a beaucoup plus que 10 règles, mais on s'est dit ça va être plus court que de vous donner 25 règles. Et d'ailleurs, moi, au début, j'étais en mode, les 10 commandements, ça m'a dit, calme-toi. 10 commandements. En tout cas, on est vraiment content de vous retrouver pour cette deuxième partie. Ouais. Et si vous nous avez suivi la première vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, vous faites quoi? Hein? Faut s'abonner quand même. S'abonnez-vous! Salem, t'es en retard. On commence. 3, 2, 1. S'abonnez-vous! Oui, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ils connaissent pas la ref, peut-être. Mais ils vont commencer à connaître le plus parce que t'es quand même la personne qui est le plus venue jusqu'à présent sur ma chaîne. Et du coup, et puis comme j'aime bien ta voir. Ouais. Faut regarder les premières vidéos, vous allez comprendre, s'abonnez-vous. S'abonnez-vous et tout ça. Donc, donc aujourd'hui, on va continuer la partie 1. Donc, dans la première partie, on a parlé des 5 premières règles qui étaient ne te mets pas en couple ou ne date pas quelqu'un qui ne partage pas ta foi. La règle numéro 2, c'était qu'il fallait qu'il y ait l'attirance physique. Donc, ça veut dire ne force pas l'attirance. Règle numéro 3, ne néglige pas la compatibilité. Règle numéro 4, ne touche pas. Et règle numéro 5, on avait fini, c'était ne cache pas ton passé. Exactement. Donc, si tu veux savoir un petit peu plus sur ces règles, je t'invite à aller suivre la partie 1 qui s'est passée déjà la semaine passée. Et aujourd'hui, on va continuer de la règle 6 à la règle 10. Je vais laisser mon très cher et tendre Habi. Habi, pour ceux qui ne parlent pas... qui connaissent pas le terme hubby, ça veut dire husband, mais comment on dirait ça? Un peu plus mignon. Un peu plus mignon. Et wifey, ça vient de mot wife. Ça veut dire femme. Évidemment, cette idée de matching ne venait que de moi. Donc, je m'étais dit c'était un peu sympa de porter nos pulls, vu qu'on parle des relations. Bref, babe, je te laisse parler de la règle numéro 6. La règle 6, elle dit, observe son environnement. Et pour nous, c'est très important que quand on est en train de passer ce moment de dating, on veut pouvoir partir de être célibataire à marié. D'abord, la première chose que on répète, on a parlé de ça dans la première vidéo. Pour nous, dating est la collection d'informations pour prendre une décision. Donc, dating, c'est pas un mot romantique. C'est vrai qu'il y a une connotation romantique aujourd'hui quand on parle d'être ensemble, de se connaître. Mais la réalité, c'est que c'est un terme scientifique. En fait, c'est un terme qui parle de pouvoir collectionner assez de data, comme ça on peut pouvoir savoir, soit qu'est-ce que cette chose, surtout dans le domaine scientifique. Et de là, le scientifique lui-même ou le chercheur peut pouvoir mettre des décisions, pouvoir savoir plus sur
ce qu'il est en train de faire. Donc, de la même manière, dans un contexte romantique et émotionnel, dating, c'est pour pouvoir prendre une décision par rapport au mariage. Je viens d'avoir même une analogie. Mhm. Comme par exemple, tu fais un travail de fin d'études, pour ceux qui ont fait ça ou même à l'école, on te donne un devoir, on te pose une question. Comment les mammifères font-ils pour manger, par exemple? Ou bien, What? Ok. autre question. Wow. Excuse me, je recommence. C'est comme quand tu fais un travail de fin d'études. Ouais. On te pose une question et on te pose une problématique à laquelle tu dois répondre. Ouais. Comment tu réponds à cette problématique? Tu fais des recherches. Ouais. Tu accumules des informations. Tu regardes ici, tu regardes là-bas, tu fais un background. Voilà. T'as vu quand même? Aïe. So, pour répondre à la problématique, tu fais quoi? On te demande de faire des recherches. Ouais. Eh ben, c'est ça dont on est en train de parler aujourd'hui. C'est ça le dating que Salem est en train d'expliquer. Donc, le fait de collectionner des informations, de collectionner des datas, pour pouvoir, en fait, prendre la décision. Et la décision, c'est quoi? Est-ce que je vais épouser cette personne ou non? Ouais, parce qu'en tant que chrétien, on date pour but de se marier. Exactement. On se met ensemble, on entre dans le fiançailles pour aller vers le mariage. Mm-hmm. On ne fait pas seulement pour le plaisir ou que ça. Donc, pour nous, c'est pouvoir cheminer vers le mariage. Donc, quand on parle de observer son environnement, c'est pour toi de comprendre quelles sont les choses, quelles sont les personnes, quelles sont les circonstances qui ont façonné cette personne. Il y a un dicton qui dit souvent, tu me montres les 5 amis, je te dirai qui tu es. Tu me montres tes 5 amis, je te dirai qui tu es. Tu me montres, si je peux connaître le compte bancaire de tes 5 proches amis, j'aurai une idée très précise de ton compte en toi. Voilà. Parce que souvent, comme on dit, c'est qui se ressemble, ça semble. Et pour nous, l'environnement est très important. Tu veux savoir, connaître plus sur Christelle, son environnement était très important pour moi de savoir, ok, sa famille, ses amis, la culture à laquelle elle a grandi, ça a joué un rôle sur elle. Moi, avoir grandi dans une culture différente de la sienne, on devait apprendre aussi sur la culture, sur la culture américaine, surtout la culture congolaise. Mais moi, je suis congolais américain, donc ça aussi c'est différent de elle congolaise, belge. Mais on est tous de Congolais, donc il y avait beaucoup de choses qui jouaient un peu sur cet environnement-là. Elle a vécu à Bruxelles, c'est peut-être différent d'un Congolais qui a vécu en France, différent d'une Congolaise qui a vécu à Kinshasa, différent d'une Congolaise qui a vécu en Angleterre. Donc ça aussi, l'environnement joue un rôle primordial. L'église, son église, qu'est-ce que son église, le contexte de son église a joué un rôle sur sa façon de voir, même sa foi. Sa manière de prier. Sa manière de lire la Bible, d'interpréter les Écritures. Exactement. Donc, en fait, l'environnement d'une personne influence sa manière de penser, sa manière d'interagir avec les autres, sa manière de se comporter et même sa manière d'aimer. Donc, on est dans un sens où on est en train d'apprendre sur l'environnement de quelqu'un, ok? Toi, tu vas chez quelqu'un, la manière dont ses parents ont toujours montré l'amour. Parce que dans l'environnement, on parle des amis, on parle de la famille, on parle des collègues, on parle du lieu où la personne a habité. Il y a des familles où, par exemple, les parents ne se sont pas forcément dit des mots d'amour devant les enfants. Et les enfants ont grandi avec cette perception-là. Ou bien il y a des gens qui ont grandi dans une famille où maman ne doit jamais travailler, c'est papa qui travaille et c'est lui qui s'occupe des trucs. Donc sa perception du couple et sa perception du mariage est effectivement influencé par sa famille et son environnement. D'où le fait que quand on parle de la règle numéro 6, observe son environnement. Parce qu'au fait, quand tu maries une personne, tu maries pas seulement lui, tu maries toute sa famille. Bon, quand on dit toute sa famille, c'est une manière de dire au fait que parce que sa famille l'a influencé, c'est ce que tu vas avoir comme résultat chez toi à la maison. Parce qu'elle vient d'une famille, par exemple, je donne un exemple, chez nous, dans ma famille, et je salue mes parents, mes sœurs, et tous les gens, la famille Sony. Ça l'aime toujours des Libans. Hein. Bien sûr, hein. Bah, moi aussi alors. Coucou la famille, la Belgique et tout ça. Cœur sur vous. Cœur sur vous. Coucou maman, papa. Je sais que maman certainement va suivre la vidéo. Papa aussi va suivre. Parfois papa regarde un peu en soum soum. En soum soum, ouais. Il regarde, mais je sais qu'il regarde aussi. Donc on vous aime très fort. On vous aime beaucoup. Et non, Salem a raison. Au fait, donc comme on disait que quand quelqu'un dit tu maries sa famille. C'est vrai que moi, au début, je disais, ça veut dire quoi de marier sa famille? Mais en fait, ça veut pas dire qu'ils parce qu'il y a des familles qui sont très présentes. Par exemple, chez nous, comme je disais, mes sœurs
et moi, et souvent mes parents, on vient d'une famille des pasteurs, on vient d'une famille qui est un peu en mode, comment je peux dire, euh, on, Vous valorisez l'éducation non et seulement, non, c'est pas ce que j'allais dire, dans le sens où quand tu as un point de vue, faut partager ton point de vue. Faut pas attendre qu'on vienne te donner, ok, maintenant la parole à Christelle. Tu vois, Christelle lève la main. Ok, c'est ton tour de parler. Non, c'est un point de vue. Tu parles, quelqu'un parle, tu parles, quelqu'un parle, tu parles. Et je me rappelle la première fois Christelle s'est dit, man, tout le monde like, tout le monde parle, tu me parles ici, tout. J'ai dit, ouais, c'est comme ça, là, chez nous. Chez nous, c'est c'est comme, tu vois, normal. c'est comme quand tu joues à la corde à sauter comme ça. And then, c'est ton courage. Si tu rentres dedans, tu rentres. Si tu rentres pas, ah, Tu raté, restes hein. dehors. Donc, et je sais que pour quelqu'un qui vient d'une maison là où quelqu'un parle, on finit. As-tu quelque chose à dire? Non, mais Tu vois, pour nous, c'était... Doudou, Ouais, franchement, je pense pas que c'est le cas chez moi parce que chez moi aussi, ouais. il Ouais, faut mais pour savoir toi, dire. Mais t'étais... et puis il faut comprendre le cadre. Toi, tu Ouais, arrives dans une belle famille, tu arrives avec ouais, des gens qui ont peut-être une manière de faire les choses, tu dois t'adapter. Et bien sûr, comme tu veux toujours bien faire, tu dis bon, peut-être j'ai rien à dire. Et tout juste comme on t'a dit, en vrai, ils ont envie d'entendre mon point de vue aussi et j'ai le droit de parler. Donc, exactement. je pense que c'était plutôt une saison d'adaptation, d'apprendre à pouvoir Faut s'ajuster. partager, Ouais, exactement s'ajuster et tout. Mais ce qu'il dit, c'est un point qui est très important parce qu'en fait, les dynamiques familiales vont influencer aussi la culture que vous allez créer en tant que couple ensemble. exactement. Il y a quelqu'un, tu peux pas lui demander de devenir une toute nouvelle personne alors que pendant 20 ans, 30 ans, parfois même 40 ans de sa vie, il a vécu avec ses parents, c'est l'éducation qu'il a connue. Ne t'attends pas à ce que ce soit un nouvel homme quand il va arriver Si, chez lui. Ce qu'il a vu, très souvent finit par le reproduire chez nous. si cette personne que tu veux marier, tu vois cette personne autour de ses enfants, sa famille, par exemple, ce garçon, il est traité comme un roi par sa maman, ses sœurs, Hmm. faut pas penser que ce mec va venir laver les assiettes chez toi. On va te Je dis ça, regarder. je dis rien. Donc, ça veut dire que cette personne déjà a été conditionnée d'une façon de voir Mhm. sa personne à lui-même. Yeah. Et c'est très rare que cette personne change, à moins qu'il y ait vraiment un effort personnel qui est là. Yeah. Donc, Mhm. ça, ce sont des choses aussi que c'est très important pour nous d'être conscients de ça quand on est en train de naviguer à connaître quelqu'un. Ça, c'est Yeah. très important. Mhm. Et même cette perception, et ça va venir au point numéro 7, qui est très important. Le point numéro 7, euh, Je voulais ajouter un dernier truc. Je peux? ouais, vas-y. Merci. Donc, je voulais ajouter une dernière chose. Concrètement, quand on dit observe son environnement, on dit quoi? On dit observe comment la personne parle avec ses parents. Observe la dynamique de famille. Allez voir comment ils parlent de ses parents. Parfois, même si t'as pas forcément été chez eux, sa manière dont il parle de ses parents te donne déjà une indication de comment sont les dynamiques familiales. Ok? Quel type d'amis cette personne fréquente? Salem a dit, nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Regarde ses amis. La manière dont ses amis parlent, la manière dont la personne est, révélera en fait comment la personne peut aussi être. C'est vrai qu'il y a des gens qui restent avec des gens qui les connaissent pas, mais ça, je crois même pas c'est des vrais amis, hein. C'est plus des gens avec qui on reste un petit peu. Autre chose aussi, regarde les valeurs de son cercle. Parce que, au fait, on devient les gens que l'on fréquente. Nous sommes la somme des 5 personnes que nous avons autour de nous. Mhm. Donc, c'est un peu plus pour ajouter une partie concrète. Comment est-ce que j'observe l'environnement de l'autre personne? Je regarde la façon dont il parle. Je me rappelle quand j'ai écrit ma lettre, parce que moi, avant de rencontrer Salem, j'avais fait vraiment une prière à Dieu. J'avais écrit une lettre pour décrire la personne que je voulais et comment je pouvais reconnaître l'homme de ma vie. Parce qu'avant, je faisais des choix un peu, un sentiment ici, là-bas, et j'ai dit, non, Seigneur, cette fois-ci, on écrit, comme ça, on a une idée. De la manière d'écrire, j'avais écrit aussi ce que je voulais en termes de la relation de Salem avec sa famille. Parce que la manière dont je me suis dit, la manière dont il traite sa mère, la manière dont il parle de sa maman, la manière dont il parle de ses sœurs, où il a une relation avec ses sœurs, va impacter et influencer la manière dont il va avoir sa relation et me parler à moi. Donc pour moi, je disais à Dieu, j'ai dit à Dieu, je veux quelqu'un qui aime et qui respecte ses parents et qui a une bonne relation avec ses sœurs s'il a des sœurs. Parce que sa vision de la femme, il l'a construit et il l'a reçue dans son foyer. Et c'est là qu'il va l'amener chez moi, voyant qu'au fait, oh, j'ai toujours vu Salem respecter ses sœurs, respecter sa maman. Je me suis dit, je sais qu'il fera aussi de même avec moi. D'où le fait qu'on a dit respecte et observe l'environnement de l'autre parce que ça va influencer même votre vie quand vous serez mariés. Donc, c'est un peu ça que je voulais ajouter. Tu peux y aller. T'as pas ajouté, mais t'as résumé, mais c'est bien. Ah,
L'une des choses, et j'allais mettre les deux ensemble dans le sens où, quand tu regardes quelqu'un, sa façon de, par exemple, vivre sa vie, même par rapport aux finances, va jouer un rôle de comment cette personne sera dans le mariage. Les gens ne changent pas automatiquement seulement parce que vous êtes en train de date que cette personne change. En termes de finances. C'est qui revient à la règle numéro 7, c'est que ne me parle pas d'amour sans me parler d'argent. Et Répète, t'as dit ça trop vite. ne me parle pas. Règle numéro 7. Règle numéro 7. Ça, c'est pas 7. Ça, c'est 7. Ouais. Règle numéro 7. Ne me parle pas d'amour sans me parler d'argent. Et c'est très important pour nous d'en parler dans le sens où de se dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas, ou qui n'abordent pas le sujet des finances dans leur période de dating, leur période de fiançailles, de cheminement. Et malheureusement, statistiques nous démontrent que la majorité des couples aujourd'hui qui divorcent a, d'une manière ou d'une autre, avoir affaire aux finances. Les abus financiers, les secrets financiers, la mauvaise gérance des finances crée beaucoup de conflits, beaucoup de frictions dans le couple, dans le mariage, que je pense que c'est malheureusement une chose que beaucoup de gens prennent à la légère, qui doit être abordée, qui doit être sincèrement en parler dans votre temps de cheminement. Comme ça, tu te retrouves pas à te dire que ouais, non, on va voir, on va comprendre comment elle va le faire. Moi, je pense que, et ça, c'est mon point de vue, et je le partage souvent, et en tant qu'homme, je pense que Dieu nous a créés pour voir. Ça ne veut pas dire que l'homme est la seule personne à produire l'argent. Moi, j'encourage que l'homme et la femme produisent de l'argent. Je pense que c'est important pour que les deux apportent à la famille. J'aime beaucoup, je salue maman Yvette qui est en Belgique, qui a dit une chose que j'ai beaucoup aimée. Elle a dit que une femme qui ne génère pas de l'argent appauvrit sa famille. Et je pense que ça, c'est très important aussi. Même un homme qui ne génère pas d'argent appauvrit sa famille. Donc, en tant que couple, c'est important que tous les deux, on ait une conversation sur l'argent, la gérance de l'argent, nos points de vue sur l'argent. Comment on va gérer l'argent? On a un compte commun, des comptes séparés. Tu penses quoi de l'argent? Parler de budget, parler de les gros achats, comment vous allez pouvoir faire par rapport à ça, investir ou pas investir, les vacances, comment vous allez faire par rapport aux frais scolaires des enfants, comment vous allez faire par rapport à si un par exemple étudie toujours ou un a des dettes et l'autre n'a pas, comment vous allez faire ça, comment vous allez te dire ok, moi j'ai vécu toute ma vie, j'ai pris soin de mes dettes, toi tu as toujours des dettes, mais l'argent qu'on met, on génère ensemble, on va prendre notre argent commun pour pouvoir payer tes dettes. Ça peut créer des frustrations ou des choses qui ne sont pas dites mais qui ont créé des non-dits qui peuvent facilement continuer à germer un sentiment de frustration envers l'autre. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut vraiment en parler. Et l'éducation financière est une éducation. Donc ça veut dire qu'on peut apprendre, on peut grandir, on peut changer. Ça ne veut pas dire que parce que c'est l'homme, que l'homme est automatiquement la personne qui gère les finances de la maison. Ça peut être la femme qui est une meilleure gérante de l'argent. Ou bien, en tant que femme, c'est pas aussi, ça veut dire que l'homme, il doit être celui qui doit tout pouvoir. Non, on peut vous mettre ensemble, dire que, ok, voilà comment on va faire. Et ça, c'est très important de pouvoir dire. C'est pourquoi je dis que ne me parle pas d'amour sans me parler d'argent. C'est très important qu'on ait ça. Parce que c'est pas l'amour que tu vas aller amener au magasin pour acheter du pain. Tu vois, tu vas pas acheter l'amour ne paye pas les factures. L'amour ne paye pas les factures. Très important. Donc, pour moi, parler d'argent, parler des finances au début est très important. Et je pense aussi que la gestion de l'argent révèle la maturité, révèle la discipline et révèle aussi même les priorités. Donc, quand tu entends quelqu'un parler, il a toujours des priorités d'acheter certaines choses, tu comprends qu'elle a un sens des priorités qui n'est pas le même que le tien. Parce qu'il faut savoir, ok, peut-être toi, t'es quelqu'un, tu veux vraiment épargner la personne ou l'homme, parce qu'il n'y a pas toujours les femmes qui sont dépensières, il y a des hommes. Dans un couple, c'est lui qui est le plus dépensier, qu'on se mente pas. Bon, c'est vrai que on voit vraiment plus les femmes, mais il y a des hommes qui ont un problème aussi de gestion d'argent. Ça révèle la discipline de la personne. Donc, comme Salem a dit, l'éducation financière, c'est une chose qu'on apprend. Donc, il faut aussi avoir la volonté d'apprendre. Par exemple, si vous vous disputez tout le temps sur les finances, la personne n'est jamais prête à se remettre en question. Moi, je trouve ça, c'est un red flag. Red flag, attention. Là, on est déjà dans le carton. S'il y avait le VAR,
Ça, c'est un carton rouge ou carton jaune carrément là. Donc, pour moi, je pense que c'est important de se poser la question, OK, comment la personne gère l'argent et les finances? Parler de l'argent ensemble n'est pas un tabou. Et même parler même de comment vous voyez même la gestion du partage des biens. Parce qu'aujourd'hui, quand vous vous mariez, vous allez faire le mariage civil. Dans le mariage civil, on vous demande est-ce que vous allez avoir le partage des biens ou séparation des biens? Est-ce que vous allez avoir le même compte? Est-ce que pour toi, tu penses que l'homme doit avoir un compte différent de sa femme? Est-ce que vous pensez qu'il faut avoir le même compte en banque? Voilà. Parler de ces Ou choses-là. quelqu'un vous vous mariez tard, donc chacun a sa carrière, chacun vient avec son argent. Et certaines personnes peuvent se dire, OK, cette personne me marie à cause de mon argent ou pas. Ce sont des réalités. Yeah. Et, je me rappelle plus ce que je voulais dire. Je parlais de quoi? De partage des biens et tout ça. De savoir aussi, voilà, il y a des gens, ils pensent que la femme n'a pas besoin de savoir combien il a dans son compte en banque. Il y a des femmes... Ça, c'est question aussi de confiance, hein. Oui, mais peut-être que c'est son environnement. Encore une fois, peut-être que pour lui, son père a dit, mon fils, ne laisse jamais ta femme connaître qu'est-ce qu'il y a dans ton compte. Mon fils, garde ça secret. Les femmes, là, elles vont tout dépenser. Donc, toi, tu rentres déjà avec une mentalité, ma femme est dépensière. On m'a dit que les femmes ne savent pas gérer l'argent. Donc, pour toi, d'emblée, tu commences déjà avec une manière de voir que je peux pas partager mes finances. Moi, je crois que quand il y a des cachotteries financières, ça, c'est d'abord aussi, encore une fois. Va. Carton rouge ou carton jaune. C'est à toi de voir. Donc, je pense que c'est important d'avoir ces discussions-là sur comment, et tu vas voir quand tu parles avec quelqu'un sur l'argent, tu vas voir sa relation avec l'argent. Ouais. Sa manière dont il se comporte avec l'argent va démontrer quelle est sa relation avec l'argent. Et ça va vraiment pouvoir vous aider. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il faut parler? Donc, comment est-ce que vous gérez les économies? Est-ce que vous faites des dépenses? Comment vous gérez ça? Là, on parlait des dettes. Comprendre quelle est la vision financière de l'homme, quelle est la vision financière de la femme? Comment vous voyez? Est-ce que l'homme, c'est lui seulement qui peut gagner de l'argent, ou est-ce que vous êtes d'accord qu'ensemble vous le faites? Parce que ça m'a parlé qu'il y a des gens où t'as dit que si la femme ne gagne pas d'argent, elle appauvrit. Moi, j'amène une petite nuance à ça parce qu'il y a des gens qui décident d'un commun accord que ma femme sera une femme au foyer et elle va s'occuper des enfants. Et ça, c'est aussi un choix que les deux couples ont fait parce que peut-être ils peuvent se permettre financièrement qu'un travaille parce qu'il sait prendre soin de tous. Et je pense aussi ça dépend aussi des choix de chacun. Hein. Donc, je me dis c'est pas forcément. Et aussi la manière dont on gère la famille, comment on aide la famille financièrement. Est-ce que toi, tu penses que moi, je dois toujours aider mes parents chaque mois? Est-ce que toi, tu penses qu'on doit toujours aider nos parents? Également aussi, la dîme et les offrandes. Hein, il y a des gens, pour lui, dire, moi, ma dîme, c'est seulement sur quand j'ai fini mes comptes que je fais ça. Parce que ça, c'est des choses qu'il faut discuter. Comment est-ce que toi, tu donnes ta dîme régulièrement? Et la façon dont la personne est déjà disciplinée dans la manière de donner la dîme révèle aussi ses priorités, comme on a dit. Donc, la gestion de l'argent révèle la maturité, les priorités, et également aussi la discipline. Donc, c'est un peu ça que je pourrais dire pour ma part sur les finances. Je pense que l'une des choses, ça c'est un point de vue que je partage souvent avec quand j'encourage des garçons qui veulent se marier, c'est que moi, mon point de vue, d'abord je dois dire que je pense qu'il y a une crise aujourd'hui dans le monde occidental. Là, on se retrouve avec beaucoup plus de garçons qui se marient beaucoup plus vieux. Ils sont beaucoup plus âgés. Et je pense que en moyenne, en Amérique, l'âge du mariage pour l'homme, je pense c'est 32 ans, 33 ans. C'est qui est beaucoup plus en retard qu'avant. Et beaucoup de gens diront que c'est à cause des études, souvent c'est à cause de problèmes financiers. Moi, j'encourage un garçon, c'est que avant de te marier, est-ce que tu es en mesure de te prendre en charge toi-même? Et pourquoi pour moi c'est important? Parce que ce point de vue-là, moi je pense que si tu peux te prendre en charge, tu peux prendre en charge quelqu'un d'autre qui vient. Je dis souvent aux garçons, quand tu te maries, tu peux payer ton loyer, tu peux payer ton électricité, ton courant, tu peux payer ton chez toi. Quand tu te maries, ta femme, elle vient chez toi et ton loyer ne double pas parce que tu t'es marié. Donc, c'est pas parce que tu t'es marié que tu payais un certain montant, 1000 euros, 2000 euros, que maintenant c'est 4000 euros. Non. Donc, avoir la capacité de pouvoir se prendre en charge, pour moi, je trouve déjà que c'est une façon pour toi de pouvoir savoir que, ok, je suis peut-être financièrement prêt à me marier. Et ça, c'est une chose qui peut pouvoir nous aider à pouvoir se poser cette question. Et aussi, j'encourage les gens à ne pas se ruiner pour le jour du mariage. Ouais, la préparation au jour du mariage. Il y a beaucoup de couples malheureusement qui se ruinent. Il y a beaucoup de couples malheureusement qui peuvent s'endetter
pour financer leur jour de mariage ou la fête du mariage. Et ça, moi, je trouve que quand vous en parlez d'argent, c'est une chose qu'il faut pouvoir aborder. Parce que faut pas que une personne ait un fantasme dans sa tête qu'elle va se marier comme une princesse de Dubaï et le mec, il est au SMIC, quoi. Donc, c'est compliqué. Non, t'as raison, t'as raison. Je pense que le jour du mariage, c'est un jour, mais le cheminement qu'on fait ensemble quand on est marié, toute la croissance, c'est une partie qu'on peut pas oublier. C'est vrai qu'on veut avoir un mariage dont on n'oubliera pas, mais qu'on se mente pas, hein. On veut pas oublier parce qu'on nous a montré c'est quoi un mariage entre guillemets mémorable. La moitié des comment je peux dire, des invités dans ton mariage, ils auront dans un autre mariage la même année après toi, et donc ça devient une compétition. Non, nous, notre mariage, il faut que ça soit. Non, moi je pense qu'il ne faut pas se ruiner pour se marier. Yeah. Moi je suis d'accord avec toi, Doudou. Et la règle numéro 8, c'est bébé ou pas bébé. Ouais, il faut en parler. Les enfants, c'est une conversation assez importante. Aujourd'hui, il faut pas assumer que tout le monde va vouloir avoir des enfants, le même nombre d'enfants, votre éducation des enfants, même la façon dont quelqu'un a grandi dans son environnement, peut pouvoir impacter le nombre d'enfants qu'il veut. Ouais, quelqu'un grandi dans une famille nombreuse se dit moi je veux plus famille nombreuse. Un enfant, 2 enfants. Ou bien quelqu'un qui a une famille nombreuse dit moi j'aime trop les familles nombreuses. Ouais, j'aime beaucoup d'enfants. Et donc ça c'est une chose, je pense que ça revient un peu quand on a parlé de compatibilité, comme notre 3e règle, ça revient encore du même point de vue. Il faut pas se dire que non, elle veut pas d'enfants, plus tard elle va changer de point de vue. Non, donc il faut être sûr que c'est ça que cette personne veut ou pas. Et puis aussi même la partie des enfants, bébé ou pas bébé, c'est il y a des points qui divergent parfois beaucoup dans les couples. Est-ce qu'on a des enfants tôt ou on attend pour avoir des enfants? Ouais. Moi, je pense que cet aspect-là de pouvoir avoir cette conversation, voici les choses que j'ai, et d'apprendre un peu à s'adapter à l'autre. Je pense que chaque point est légitime, ok? On pense pas que parce que quelqu'un dit moi je veux pas d'enfant qu'il y a quelque chose de bizarre ou pas bien chez cette personne. C'est un choix de pas vouloir d'enfants, c'est un choix de vouloir beaucoup d'enfants. Après, beaucoup d'enfants, faut quand même les assumer, hein. Voilà, moi j'ai toujours trouvé, j'ai un show que je regarde, famille nombreuse, ça lève genre ton show là. Mais le show des familles nombreuses, il y a des gens qui ont 11 enfants. Et moi ça m'épate. Ça m'épate parce que je me dis comment tu peux être proche de chacun de tes enfants? Après, les mamans diraient, oui, mais je sais pas mon enfant, donc il y a toujours un lien spécial et tout ça. Oui, c'est vrai, je peux comprendre. Mais je doute quand même qu'il y a vraiment bon, toutes les relations entre parents et enfants est différentes, donc ça aussi, je pense, ça joue. Mais voilà, avoir des enfants, beaucoup d'enfants, ça vient aussi avec des responsabilités, des attentes. Donc, je pense que c'est important de pouvoir en parler. Et je me dis surtout le choix du nombre d'enfants. Moi, je me rappelle avec Salem quand on s'est rencontrés et qu'on parlait déjà mariage, on avait déjà des noms qu'on veut donner à nos enfants. Salem disait des noms bizarres. Je devais l'aider, le ramener sur le rivage. Je dis, tu vacilles, mon ami, tu vacilles. Ouais. Ça, c'est encore une fois une question de choix et tout. Donc, voilà, parler des bébés. Certains pourraient dire, oui, mais c'est pas un peu trop tôt, c'est pas quoi dans le mariage. Non, avant. Bon, c'est pas la première rencontre. On prend pas au premier rendez-vous que vous parlez de bébé. Non, ça, c'est vrai. Non. Mais d'en parler dans le cheminement et dans les fiançailles, c'est vraiment important parce qu'il faut pas vous retrouver avec des surprises, hein. Toi, tu pensais que elle aimait les enfants, vos enfants. Elle peut travailler avec des enfants, mais elle peut pas forcément vouloir avoir des enfants. Ouais. Donc, ne te détrompe pas, son travail, son métier. Il y a des gens qui travaillent avec des enfants et c'est justement pour ça qu'ils veulent pas d'enfants. Ils ont dit, je connais ces enfants, j'en veux pas. Donc, partagez sur les enfants, le nombre d'enfants que vous voulez, à quelle période vous pensez que vous voulez le faire. Est-ce que vous voulez élever vos enfants? Exactement. L'éducation des enfants, ça c'est aussi un des grandes sources de problèmes dans les couples. La manière Point de vue divergent. Yes. Ouais. Donc toi, est-ce que tu penses qu'on corrige les enfants? Est-ce que toi tu penses qu'on frappe les enfants? Comment toi tu penses qu'on devrait les éduquer? Donc avoir ces conversations-là. Est-ce qu'on dit que tu frappes les enfants ou bien discipliner les enfants? Discipline, oui, bon. C'est le mot, quoi. Les frappes des enfants, vous pouvez les familles africaines, vous, hein? Mais, en vrai, les amis, quand on discipline, parfois toute la discipline n'est pas frappée, mais on sous-entend que dans la discipline, il y a quelques chicottes qui doivent sortir. Ouais, c'est ces générations, ils envoient les enfants dans les coins, des trucs. Non, mais ça fonctionne. On voit l'enfant dans un coin? Hein? Vous voyez? Moi, je pense que ça peut se faire. Lui, il dit non. Mais je pense que c'est vraiment avoir ces conversations et de pouvoir voir. Je vais au coin, là-bas.
Et toi, t'es là. Arrête de bouger! Bref, donc bébé ou pas bébé, c'est la règle numéro 8. Vous en parlez, c'est important. Moi, je pense que ça fait partie du futur que vous voulez construire, en fait. Donc, parler du futur, et ça sous-entend les enfants. D'où le fait que pour nous, on pense que la règle 8 et bébé ou pas bébé, c'est important. Bébé, je te laisse aller sur la règle numéro 9. La règle numéro 9, et ça, c'est très important, surtout quand on essaie de pouvoir vraiment prendre une décision, de se dire, OK, qui est cette personne? Et on doit se dire qui est dans l'équipe. Est-ce que cette personne ou toi, vous avez des conseillers, oui ou non? Donc, la règle numéro 9, c'est que de se poser la question, qui est dans ton équipe? Right? Qui est dans ton équipe? Qui parle dans l'oreille de cette personne? J'ai vu tout de suite, quand t'as dit qui est dans ton équipe, j'ai vu une équipe de foot, les 11 joueurs, et le coach qui est en train de choisir les joueurs qui va dire, toi, si tu vas sur le banc, toi, t'es titulaire. Donc, qui est titulaire? Qui est titulaire dans ton équipe? Quand on parle de ça, ça veut dire que l'entourage de la personne, et ça c'est différent nécessairement de l'environnement, dans le sens où c'est dire qui sont ces personnes qui sont dans l'oreille ou qui ont un droit de parole dans la vie de ta copine, ta fiancée ou des choses comme ça. C'est très important pour moi de pouvoir avoir cette idée claire. Ce sont ses parents, ce sont des conseillers, ce sont des pasteurs, ce sont des aînés, donc pose-toi cette question de se dire qui sont ces personnes-là, pourquoi? Parce que ces personnes-là vont jouer un rôle important dans la vie de cette personne. Donc c'est à toi de pouvoir comprendre, de pouvoir se dire OK, voilà, je suis en train de voir des gens qui jouent un rôle important dans la vie de ma future épouse ou la personne que j'essaie de pouvoir me marier avec elle. Donc, savoir ces individus, c'est très important. Qui sont ces conseillers? Est-ce que même cette personne en a des conseillers? Peut-être pas. Donc, ça aussi, c'est une question de pouvoir se dire, c'est très important que cette personne ait. Est-ce que vous allez décider, moi, ça c'est un point de vue que j'ajoute personnellement, est-ce que vous allez décider, vous, en tant que couple, d'avoir des conseillers, oui ou non? Ça aussi, là, je parle pas des parrains pour le mariage. Je demande de conseiller des gens avec qui vous voulez vous dire que il y a des couples qu'on respecte, on respecte la façon dont ils font les choses, on va leur poser des questions. On va pouvoir aussi apprendre d'eux. Donc ça aussi, ça vous aide parce que le but, c'est le mariage. Le but, c'est pour toi, c'est de se dire, elle n'aime pas beaucoup écouter les conseils. Ou bien, elle est très attentive. Elle a des personnes autour d'elle qui lui donnent de bons conseils. Donc tout ça aussi, ça joue un rôle important. Moi, je pense que dans l'aspect que j'ajouterais dans cette partie-là, c'est de choisir des personnes, comme Salam a dit, que vous respectez. Et aujourd'hui, moi, si je dois être honnête, je pense que parfois, notre génération, on a du mal à écouter. On veut pas se soumettre à certaines personnes qui nous partageraient. Mais je pense que c'est une grande preuve d'humilité que d'écouter des aînés. La Bible dit même dans le livre je pense dans le livre de Timothée, où on dit que les jeunes filles viennent écouter les femmes âgées, des femmes plus âgées dans le mariage pour leur apprendre comment prendre soin de leur mari. Donc ça veut dire qu'au fait, le choix des conseillers n'est pas seulement nous qui disons ça. Ça vient de la parole de Dieu. D'avoir des gens, l'apôtre Paul écrit à Timothée, il lui donne des conseils. Donc on voit en fait le rôle du mentor. C'est pour t'aider à marcher dans des zones que toi tu connais pas, que lui a déjà marché avant toi. Et ces conseillers-là vont vous aider à gagner du temps et aussi vous aider à pouvoir régler certains problèmes. Qu'on vous montre pas dans le couple, il y a des points où on a des divergences d'opinion. Il faut une tierce personne ou une tierce partie qui va vous aider à pouvoir jauger, pouvoir dire, OK, les amis, bon, j'ai écouté ton point, j'ai écouté le point de vue de l'autre. Voici la proposition de comment est-ce que vous pouvez faire les choses. Il faut trouver un équilibre. Il faut pas vous fermer à avoir quelqu'un qui vous aiderait. Ça veut pas dire, il faut raconter vos problèmes sur la place publique à tout le monde. Il faut choisir des gens à qui vous avez confiance. Et il faut choisir des gens que vous voyez vraiment qui sont sages et en qui vous voyez que ce sont des personnes, c'est un couple que vous respectez et dont vous voyez un exemple, un modèle en eux. Donc pour moi, je pense que c'est vraiment important. Et des personnes qui sont aussi alignées à vos valeurs. Donc vos valeurs doivent aussi s'aligner avec ces personnes-là. C'est pas des gens qui, peut-être lui, ils ont un mariage qui semble beau, mais puis quand on te parle, il va dire mon frère, faut toujours que t'aies une petite chérie à côté, hein. Je te dis, tu vois, ça c'est des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi. On pourrait penser, ah non, mais je t'assure qu'il y a des gens qui peuvent te donner des conseils comme ça. So, je crois que c'est important de se donner, est-ce que ces personnes ont des valeurs du royaume de Dieu, des personnes en qui nous avons confiance, et choisir ces personnes avec sagesse et surtout avec discernement et demander à Dieu. Ne pensez pas que vous allez réussir votre couple seulement vous deux, seulement comme ça, cachés là-bas. Seulement vous deux, non pas la personne. Moi, je me rappelle, j'avais quelqu'un quand je sortais avant de rencontrer Salem.
qui lui m'avait dit, il veut pas qu'on parle de notre relation aux gens. Et quand je lui ai dit un jour que j'avais parlé, j'avais montré sa photo à mon frère, de toute façon, il s'était fâché. Pour lui, ah, comment tu peux m'exposer? Et puis, il a parlé de mon frère d'une manière qui était tellement légère que je me suis rendu compte, ce gars est pas respectueux. Donc, je me dis, quelqu'un veut, lui veut vivre la relation cachée, hein. Ouais. Comme ça, il y a pas d'accountability. Je me suis sorti pas le mot, des responsabilités, des partenaires de responsabilité. Et parce que souvent, les gens qui veulent toujours cacher des relations que personne ne sache. Ça veut dire qu'il veut, ouais. Il veut pas donner un titre et il veut pas que quelqu'un vienne vérifier qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et tout ça. Ça veut pas dire que c'est des policiers, mais ça veut dire que c'est des gens qui vous aident à rester sur le droit chemin. Ouais. So, je pense que c'est important de pouvoir vraiment avoir ces conseils. Et la règle numéro 10. La règle numéro 10, la règle très importante. Bon, les amis, j'espère jusqu'à présent cette vidéo est en train de vous bénir. Personnellement, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, partagez la vidéo, mettez un like même à la vidéo, parce que parfois on regarde des vidéos, on a bien aimé. La cloche de notification. Même mettre un petit pouce comme ça pour dire j'ai aimé. Bon, si peut-être tu n'as pas mis de commentaire, mais même le petit pouce. C'est gratuit, c'est vrai. Et ça ne demande que quelques millièmes de secondes. Exactement, c'est fini. Donc, on vous invite vraiment à pouvoir partager, à aimer la vidéo et à commenter. Et on vous partage enfin la dernière des 10 règles d'or du dating chrétien. Selon Salem et Christelle, la règle numéro 10, c'est n'avance pas sans Dieu. Ouais. N'avancez pas sans Dieu. Je vais vous lire un Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27 qui dit ceci. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Pourquoi est-ce que j'ai partagé ce verset? Parce que ce que tu construis avec Dieu dure. Ce que tu bâtis avec Dieu est stable. Mais quand vous bâtissez votre relation seulement sur vous-même, seulement sur les sentiments, comme on a parlé de l'attirance, on a parlé de la complicité, vous avez tout ça, mais vous avez jamais pris le temps de prier ensemble. Vous avez jamais pris le temps de partager la parole de Dieu ensemble. Sur quoi est-ce que vous êtes en train de bâtir cette relation? Et on parle à des chrétiens, parce que c'est pour ça que j'ai lu le verset de Matthieu, parce qu'on est en train de parler à vous, qui est en train de nous suivre. Vous êtes des enfants de Dieu, vous aimez le Seigneur. Ou peut-être si tu nous suis et que tu dis, je connais pas Jésus, je mettrai en lien description la prière pour le salut, parce que je t'assure, la seule manière de bâtir ton couple et ton foyer et ce que tu vas bâtir ton avenir sur le roc, c'est parce que tu connais Jésus et parce que tu as fondé ta vie sur lui. La meilleure façon d'avoir pour moi un couple heureux et épanoui qui dure, c'est parce que vous fondez votre relation sur Christ. Vous fondez votre relation sur le roc. N'avancez pas sans Dieu. Même tout ce qu'on a cité, tous les points là sont bien. Tout a été checké. Tu pries et Dieu te dit c'est pas la personne. Suis Dieu plus que même les 10 règles là. Parce que Dieu est celui qui connaît exactement qui est la personne qui sera la meilleure pour toi pour le reste de ta vie. Le mariage est une institution de Dieu. Dieu a institué le mariage et Dieu connaît comment le mariage va réussir. Et si on est en train de parler de dating, comment cheminer et prendre les informations nécessaires pour se décider de oui ou non se marier avec quelqu'un, il n'y a pas plus bon conseiller que le Saint-Esprit. Il n'y a pas plus bon chemin à suivre que celui qu'il nous montre. Donc c'est pour ça que nous vous encourageons à... Peut-être vous avez eu des erreurs dans le passé, peut-être vous avez été déçus de certaines personnes qui prétendent être chrétiennes mais qui ne le sont pas. N'abandonnez pas votre foi et gardez confiance en Dieu. Le Seigneur va vous aider. Notre prière, personnellement, nous voulons voir beaucoup plus de jeunes grandir et avoir des mariages heureux. Nous voulons voir des jeunes chrétiens qui sont épanouis dans leur mariage. Nous voulons avoir des jeunes chrétiens qui basent leur mariage sur Christ. Et pourquoi je parle de mariage? Parce que pour moi, dating,
a un but, le mariage. Yeah. Donc, quand vous êtes dans cette période-là, à visionner comment le Seigneur est en train de vouloir vous aider à cheminer vers ce mariage. Il veut que même ce processus de célibat à être marié sera un processus joyeux, qui réussit, qui reflète ce qui Dieu est et ce qu'il veut pour nous. Donc, notre encouragement pour vous, en tout cas, servez le Seigneur dans votre vie personnelle et la crainte de Dieu dans votre vie personnelle, et que ça soit reflété aussi de la manière dont vous allez dans ce processus, dans ce cheminement de dating. Yes. Nous encourageons. Yeah. En tout cas, on espère vraiment, comme on a dit, que cette vidéo a pu vous bénir, ça vous a un peu éclairé. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a éclairé. On a partagé un peu parce qu'on n'a pas vraiment, on voulait pas faire des vidéos de 3 heures ou quoi que ce soit, parce qu'il y a beaucoup à dire. Au fait, comme Salem a dit dans la vidéo précédente, s'il y a un point ou un des éléments dans les 10 règles d'or qu'on a partagé que tu aimerais qu'on puisse faire une vidéo spécialement pour ça, pour pouvoir avoir un petit peu plus de détails. Et même au-delà des 10 règles d'or, hein. Franchement, il y a beaucoup de choses à partager sur les relations. Comme on a dit, c'est 10 règles, mais ça veut pas dire que c'est des règles exhaustives, donc ça s'arrête à ces 10 règles. En dehors de ça, il n'y a pas d'autres choses à regarder et tout. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à partager et tout. Et moi, j'étais contente d'avoir fait cette vidéo avec mon mari qui me soutient beaucoup et que j'aime vraiment beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis, et on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bye.